programme vous est offert par Illico Cash. Le cardinal Fridolin Ambongo s'invite au débat sur la Constitution ce dimanche avec les jeunes. Naturellement, le numéro 1 de l'Église catholique au Congo s'oppose à tout projet qui pourrait permettre au chef de l'État de s'éterniser au pouvoir, le tout en exposant les problèmes sociaux graves auxquels les Congolais sont exposés au quotidien. C'est l'hécatombe dans la presse nationale. Rien que la semaine dernière, 4 journalistes ont perdu la vie, certains d'entre eux dans des circonstances que l'on pouvait éviter. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a présenté ses condoléances aux familles respectives et à tous les journalistes. Les pays développés se sont donc engagés dans cette COP29 à Bakou à financer davantage les pays vulnérables menacés par les changements climatiques à hauteur seulement de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Un accord qui a déplu aux pays exploités qui s'attendaient à largement plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Tension persistante entre Kinshasa et Kigali. Une nouvelle réunion interministérielle tripartite est prévue ce lundi à Luanda, en Angola. Un dialogue qui s'inscrit dans le cadre du plan harmonisé pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et le désengagement des forces rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo. Visé par une motion de défiance signée par 58 députés nationaux, le ministre des Infrastructures ne sera pas auditionné à l'Assemblée nationale ce lundi. Les courriers demandant à la première ministre d'instruire Alexis Guissaro pour qu'il se présente à la plénière de ce lundi n'a pas été réceptionné à la primature vendredi. Il sera déposé ce lundi selon un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Mais déjà, il faut signaler que ce week-end a été marqué par des déclarations des regroupements politiques pro-UDPS s'opposant à cette motion. Législative 2023. Il n'y aura pas de nouvelles candidatures pour les élections législatives prévues le 15 décembre 2024. Tous les candidats des scrutins de 2023 restent donc en lice malgré l'annulation des suffrages et les dossiers de la fraude électorale des certains candidats députés transmis au parquet près la Cour de cassation. Aucune décision judiciaire n'a établi leur déchéance. On écoute à ce propos Paul Mouindo, rapporteur adjoint de la CENI. La tenue des élections que nous appelons les élections des reprises qui sont prévues pour ce 15 décembre à Masimanimba et à Yakoma. Et pour y arriver, nous devons mettre à niveau tout le personnel interne, mais également le personnel que nous avons recruté. On a donc recruté 1213 agents qui vont travailler pendant ce processus. Et aujourd'hui, nous venons donc de lasser les deuxièmes niveaux qui va les concerner. Le premier niveau avait eu lieu au niveau de Kinshasa, mais là, nous sommes dans le territoire de Masimanimba, mais au même moment à Yakoma, la même formation venait d'être lancée, et donc nous formons les agents avec des méthodes beaucoup plus robustes. Et donc cette formation vise à rendre davantage plus professionnels les agents électoraux. Donc, toute personne qui sera appréhendée ou soupçonnée de manigancer pour bloquer ce processus sera arrêtée. Et nous allons également surveiller tous les agents au niveau interne. Parce que nous avons utilisé les fonctionnaires, ils peuvent facilement perdre leurs emplois, ils peuvent se voir privés de leur salaire, ils peuvent se voir être arrêtés, et donc ce sont des dangers. Mais ceux-là qui vont bien travailler, notamment les agents électoraux, vont aussi être remerciés par la CENI. Dans les prochaines activités, ils ne pourront plus postuler parce qu'ils seront connus comme les experts électoraux. Donc voilà pourquoi nous avons besoin d'un accompagnement aussi de la population pour que celle-ci comprenne que c'est une seconde chance qui est donnée à cette population et que c'est aussi la République a déboursé doublement les fonds. Pour cela, nous avons besoin d'un bon comportement civique de la part de nos citoyens, mais également de tous les candidats qui doivent jouer leur rôle en tant que candidats. Nous allons obtenir les meilleures élections et pour cela, nous sommes préparés et nous nous préparons avec tout ce qu'il faut
pour que ce jour-là soit une journée de fête. Catéchèse des jeunes au collège Saint-Raphaël de Limété, le cardinal Fridolin Ambongo ce dimanche a exhorté la jeunesse à ne laisser personne voler leur avenir, de ne pas se décourager car personne d'autre prendra soin de leur pays mieux que eux-mêmes et surtout d'espérer en Jésus-Christ car son règne est éternel, le sien est celui de personne d'autre, pouvant-on lire entre les lignes. Et le cardinal a aussi traité le débat sur la constitution de distraction en lieu et place de s'occuper de l'avenir des jeunes par de vraies initiatives. Tout porte à croire que la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution comment comprendre qu'on passe du temps et de l'énergie je disais comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Jemima Diane Mogu, journaliste de la RTNC, est décédée ce dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, quelques jours après avoir été violemment agressée par des inciviques appelés communément Kuluna. L'agression avait eu lieu dans la nuit du 12 de ce mois sur l'avenue 24 novembre, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir présenté le journal télévisé de 23 heures. Juste après la nouvelle de son décès, un terrible décompte a commencé parce que le même dimanche, Eugène Ngimbi Mabedo, éditeur du journal intermédiaire, Claude Constant Niembwe, un des patriarches de la presse écrite, ainsi que Medine Biankuzu Lubamba, journaliste à la RTNC2, tous ont perdu la vie cette semaine. Jean-Marie Kassamba, notre directeur général, a présenté des condoléances à toutes les familles et à la presse nationale. Il s'est tenu samedi 23 novembre 2024 au village Bibois un atelier de restitution sur la collecte des données relatives à l'élaboration du PIF, projet de LCDF chapeauté par le ministre de l'Environnement et de Développement durable ainsi que d'autres partenaires, notamment le FIDA. Cette rencontre s'est basée sur les expériences passées en vue de la bonne exécution du prochain projet. C'est un projet d'adaptation au changement climatique. Ces assises visent à travers la restitution sur la collecte des données relatives à l'élaboration du PIF du projet LCDF, passer en revue les expériences précédentes d'autres projets d'adaptation pour la bonne exécution du projet LCDF, étudier les zones d'intervention des projets pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et ainsi avoir une base sur laquelle élaborer leur projet d'adaptation. L'activité d'aujourd'hui, c'était la restitution qui a été faite de la collecte des données. Ces données, elles ont été transmises à un consultant qui nous accompagnait et lui, il a produit un PIF. Un PIF, c'est quoi? C'est un document d'information. Un document d'information qui doit être soumis maintenant au bailleur de fonds qui doit financer normalement le projet. Une fois que le PIF est fait, il l'envoie maintenant au bailleur de fonds de Jeff. Il va voir la pertinence de mettre en œuvre
de financer ce projet. Ces projets envisagent également de faire passer les interventions au stade supérieur en apportant de nouveautés et corriger les erreurs du plan d'adaptation au changement climatique PANA à travers ces nouveaux projets LCDF. LCDF et PANA, tous nous sommes sur l'adaptation. Mais PANA a déjà été exécuté. Il y a des résultats, des leçons apprises. Bien sûr, il y a aussi des faiblesses, chaque chose. Ce qui veut dire que ici, nous sommes venus nous assurer si les recommandations, après l'expérience des PANA, ce qui a bien marché, les recommandations que nous avons formulées pour que les prochaines interventions puissent réussir. On se rendre compte dans les documents du projet que ces éléments ont été pris en compte. Les participants sont donc rassurés que leurs recommandations seront prises en compte dans l'applicabilité du projet. Le collectif des Ultras Liaou a organisé ce samedi sa toute première mini-assemblée générale dans le but de présenter le comité des antennes et l'installation des nouveaux bureaux de Kinshasa. C'était également une occasion pour cette structure qui soutient les idéologies du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de remettre les diplômes de mérite aux membres qui se sont distingués au cours de l'année 2024. Dans une ambiance festive, les membres du collectif des Ultras Liaou se sont réunis ce samedi 23 novembre en mini-assemblée générale en présence des hauts cadres de cette structure. Objectif, l'installation de la coordination provinciale de Kinshasa où chaque représentant s'est vu notifié de ses attributions et la présentation des différents comités des antennes. Le coordonnateur national du collectif des Ultras Liaou s'est dit satisfait de ses assises et réitère son soutien au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nous sommes une structure d'accompagnement et de soutien de son excellence Jean-Pierre Liaou et Boakalokola. L'objectif principal, c'était d'abord de réunir tous les ultras de Kinshasa, surtout pour installer la coordination provinciale et les différentes coordinations des districts et les différents comités des antennes. Les antennes chez nous, c'est les communes. Pour sa part, les porte-parole de cette structure estiment que cette rencontre démontre une fois de plus la détermination de ces jeunes à œuvrer pour le bien-être de la population selon la vision de Jean-Pierre Liaou. Aujourd'hui était vraiment un moment d'échange, un moment de partage et une rencontre vraiment enrichissante pour tous nos membres du collectif des Ultras Liaou. Et je crois que c'était d'ailleurs aussi la dernière grande activité de l'année. Et il fallait évaluer certaines actions. Il fallait aussi présenter des rapports tant physiques que moraux pour se projeter encore dans l'avenir parce que 2025 nous guette déjà à l'horizon. Les collectifs des Ultras Liaou, toujours dans les actions communautaires, veut l'émergence intellectuelle des jeunes Congolais et surtout la promotion des valeurs à travers la nation congolaise. Page internationale, à présent, les pays développés se sont donc engagés à bas coût à financer davantage les pays vulnérables menacés par le changement climatique à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Le précédent objectif fixé en 2009 était d'atteindre au moins 100 milliards et ce par an en 2020, mais le nouveau montant est de loin des attentes et des besoins des pays africains en développement et certains ONG ou négociateurs estiment que ce n'est pas un triplement effectif. Cette conférence mondiale sur les climats s'est achevée entre colère et déception pour l'Afrique, alors que les négociations ont joué les prolongations tard dans la nuit de samedi à dimanche. C'est avec les sentiments de se faire tordre les bras que les délégués africains, encore présents dans la capitale azerbaïdjanaise, ont accepté un accord qui ne répond à rien à leurs principales attentes. Les financements promis pour 2035 est trop faible, trop tardif et trop ambigu. L'Afrique quitte Bakou avec réalisme et résignation car la COP29 s'est terminée bien en deçà de leurs attentes. D'après les journaux Le Monde Afrique, les 300 milliards de dollars par an arrachés aux pays industrialisés sont en effet très loin des 1,3 milliard de dollars proposés par les continents pour pouvoir financer les besoins de la transition énergétique et l'adaptation aux conséquences de plus en plus lourdes du dérèglement climatique.
D'après certains analystes, les 300 milliards promis restent bons à prendre tout en maintenant la pression afin d'obtenir de meilleurs résultats, mais reste encore toute une bataille pour son opérationnalisation et c'est là une autre paire des manches dans la mesure où les promesses antérieures tenues par les mêmes pays du Nord n'ont jamais été honorées. Appel au cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban, banlieue de Beyrouth. Une suggestion du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, suite à plusieurs bombardements lancés ce week-end. Plusieurs drones également et des missiles ont été lancés contre des cibles militaires dans la région de Tel Aviv et dans le sud d'Israël. Et le pire était encore à craindre en ce début de semaine. Les sirènes d'alerte ont retenti à travers la région alors que l'armée israélienne a signalé les tirs d'environ 250 projectiles depuis les Libans voisins. Cet événement a exacerbé les tensions déjà palpables avec des conséquences immédiates sur les populations civiles. Selon des sources médicales, au moins 11 personnes ont été blessées en Israël, tandis qu'en Cisjordanie, 13 Palestiniens ont subi des blessures légères à modérées à la suite de la chute d'un missile intercepteur sur plusieurs maisons dans le camp de Tulkarem. Dans la foulée, l'Agence nationale d'information libanaise a rapporté une série de frappes israéliennes ciblant la banlieue sud de Beyrouth. Les quartiers des Kaffa ont été particulièrement touchés. L'armée israélienne a précisé avoir mené des frappes contre 12 centres de commandement du Hezbollah, marquant une escalade significative dans les conflits. Cette situation souligne la fragilité de la paix dans la région alors que les tensions entre Israël et ses voisins continuent de s'intensifier. Les répercussions sur la population civile déjà éprouvée soulèvent des préoccupations croissantes concernant la sécurité et la stabilité à long terme. Sport à présent, à 3 jours du go de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball Senior Dame Kinshasa 2024, le docteur Mansourou Arenou, président de la Confédération africaine de handball, est arrivé ce dimanche 24 novembre à Kinshasa. Le Béninois se montrait très optimiste à son arrivée quant à la réussite de cette joute continentale prévue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Accueilli à l'aéroport international d'Indjili par les secrétaires généraux de la Fédération de handball de la RDC, Herman Guédico, le président de la Confédération africaine de handball a exprimé sa gratitude envers le Seigneur pour la concrétisation d'un rêve devenu réalité, l'organisation de la grande messe africaine de la balle aux 7 mètres en République démocratique du Congo. Tout à fait. Donnez-moi d'abord l'occasion de rendre grâce au Seigneur parce que c'est un rêve souhaité, convenu avec les acteurs du handball congolais et aujourd'hui on est à 2 jours de l'événement et je pense que chacun de son côté devait se réjouir de ce que bien évidemment ce rêve se réalise. Dr Mansourou Arenou a par la suite remercié les autorités congolaises pour leur accueil et leur hospitalité envers les jeunes des différents pays attendus pour cette compétition. Je ne cesserai jamais de remercier les hautes autorités, n'est-ce pas, de Congo qui ont ouvert les bras pour accueillir cet événement, qui ont accepté de recevoir chez eux les jeunesses de différents pays, les jeunesses africaines, pour donner l'occasion à ces jeunesses de découvrir un autre environnement et montrer bien évidemment l'hospitalité légendaire des Congolais. Numéro 1 du handball africain a également salué la communication qui accompagne cet événement pendant les préparatifs et appelle à une coopération pour que la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations du handball soit totale. Je m'en voudrais de ne pas le dire très ouvertement parce que je suis ces préparatifs depuis chez moi et j'ai compris le rôle primordial que les communicateurs congolais jouent dans le dispositif préparatoire. Je m'en voudrais de me faire ce clin d'œil pour vous remercier, tout acteur confondu, pour tout ce que vous faites pour donner, je dirais, un nom à cet événement, puisque c'est un événement
inédit. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le cardinal Fridolin Ambongo s'invite au débat sur le changement de la Constitution ce dimanche avec les jeunes. Naturellement, le numéro 1 de l'Église catholique s'oppose à tout projet qui pourrait permettre au chef de l'État de s'éterniser au pouvoir, le tout exposant les problèmes sociaux graves auxquels les Congolais sont exposés au quotidien. C'est l'hécatombe dans la presse nationale. Rien que la semaine dernière, 4 journalistes ont perdu la vie. Certains d'entre eux dans des circonstances que l'on pouvait éviter. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a présenté ses condoléances aux familles respectives et à tous les journalistes. Les pays développés se sont engagés à bas coût à financer davantage les pays vulnérables menacés par le changement climatique à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, un accord qui a déplu aux pays exploités qui s'attendaient à largement plus et ce un peu plus tôt. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau avec au moins 3 sujets pour sa revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher, bonjour à tous. Premier sujet, c'est la révision de la Constitution, naturellement, et Fridolin Ambongo qui vient d'ailleurs d'atterrir à Kigali pour des raisons particulières, en tout cas rien à voir avec le conflit Kigali-Kinshasa, a commenté hier devant les jeunes à Saint-Raphaël. Justement, Christopher, on doit déjà noter que le sujet de la revision ou la modification, même le changement de la Constitution prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville-province de Kinshasa, en RDC en général, et surtout cette nouvelle goutte qui est tombée dans le verre où le cardinal Fridolin Ambongo s'est invité dans le débat. Ouvrons avec le média en ligne actualité.cd qui dit quoi? Débat sur le changement ou la revision de la Constitution, tout ce que l'on perd en termes d'énergie et des temps autour de ces débats n'est qu'une distraction, dixit cardinal Ambongo. L'article montre que c'est lors d'une messe avec tous les jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, je l'ai même suivi dans votre journal Christopher, à Saint-Raphaël, hier dimanche, que le cardinal Fridolin Ambongo s'est exprimé en ces termes. Cardinal Ambongo, comment on peut dégager beaucoup d'énergie à parler de changement de la Constitution au lieu de s'occuper de cette jeunesse congolaise abandonnée? C'est les titres même à la une du média radio-okapi.net. Avec de termes si clairs, Christopher, le cardinal Fridolin Ambongo a fustigé ouvertement la révision de la Constitution et il a encouragé les jeunes à ne pas laisser quelqu'un voler leur avenir. Malheureusement, a-t-il déclaré, à voir la réalité que nous vivons aujourd'hui, tout porte à croire que cette jeunesse est sacrifiée. Congo Nouveau, de son côté, a titré à la une changement de la Constitution, Ambongo tacle Tshisekedi en disant que ce projet ne finira pas les embouteillages. Dans ses colonnes intérieures, ce média a souligné que pour le prélat, l'intérêt de la population est devenu les cadets des soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. Donc, les dirigeants, a-t-il poursuivi, évoquant le sujet d'actualité portant sur un probable changement ou modification de la Constitution. Dans ses colonnes intérieures, le successeur du feu Laurent Moussingo Passigna pense que c'est simplement une distraction. Les états généraux du portefeuille, ce sera finalement pour tous les ministères, cap vers une réelle participation des entreprises du portefeuille dans la croissance économique. Justement, Christopher, après la justice, c'est maintenant le portefeuille, et c'est les ministres du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui l'a annoncé. Il a annoncé la tenue des états généraux sur les entreprises publiques, et ça sera au centre financier de Kinshasa du 9 au 14 décembre prochain, et le sujet fait déjà la une de tous le journaux. À la une du journal La Prospérité, par exemple, nous avons états généraux du portefeuille, cap vers une réelle participation des entreprises du portefeuille dans la croissance économique et les développements social de la RDC. Le média relève que ces assises vont se tenir sous le patronat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, pour faire des entreprises du portefeuille un puissant levier pour la croissance économique et le développement de la RDC. D'un média à un autre, Christopher, le journal Eco News titre à la une après la réforme ratée
des entreprises publiques, Boussa innove avec les états généraux du portefeuille. L'objet de ces états généraux, s'exprime le ministre Jolicir Boussa dans les colonnes intérieures de cet article, c'est d'examiner en fait les voies et moyens, Christopher, pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier, comme je viens de le dire, du développement économique et social du pays conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour terminer, un mot en international, la guerre au Soudan, notamment les attaques des FSR, force des déplacés à fuir Al Jazeera. Eh bien Christopher, il faut fuir Al Jazeera, c'est tout ce que est en train de dire la population qui habite en ce moment. Le FSR continue avec les attaques et la population n'est pas en paix. Africa News, qui pointe ce sujet à la une, souligne que les récentes attaques de forces de soutien rapide FSR dans l'état d'Al Jazeera au centre du Soudan ont plongé la région dans une crise humanitaire majeure. Environ 500 villages ont été déjà évacués, obligeant des dizaines, des milliers de personnes à fuir selon le groupe de la conférence d'Al Jazeera. Guerre au Soudan, quand les FSR règlent leur compte, c'est les titres à la une du média en ligne France24.fr. Ce média français fait un état de lieu selon lequel il y a des violences qui se sont aggravées par la défection d'un commandant de FSR vers l'armée soudanaise, incluant les tortures, des viols et des extorsions. Tout porte à croire, Christopher, que la tension est loin de baisser et l'armée ougandaise n'a pas encore dit son dernier mot, alors que la population, elle, demeure meilleure perdante. Merci beaucoup Benjamin Boudiata pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. L'inspection générale des finances a la profonde douleur d'annoncer le décès de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, M. Batoubenga Pandamadi Victor, décès survenu ce samedi 23 novembre 2024 à 18h47 à la clinique Saint-Michel à Bruxelles, de suite d'une longue maladie. Elle prie toute la communauté de l'inspection générale des finances, de la présidence de la République, du ministère des Finances, de la DGRAD, ainsi que toutes les personnes qui l'ont connu, de le porter dans leurs prières pour un repos éternel paisible. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement.